Délivrez-vous. Marc à la présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 18e numéro Délivrez-vous que vous pouvez retrouver sur le blog Culture Tout Azimut et sur YouTube. Marc au micro pour vous accompagner dans cette 3e saison de l'émission. Ravi de vous retrouver. À mes côtés, aujourd'hui comme d'habitude, je salue mes chroniqueurs fidèles, Louise et Gabriel. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous après ces vacances estivales ? Très bien. Très bien aussi après des vacances mouvementées. Peut-être tu nous raconteras ça. Sans plus tarder, place au générique, à la première partie Délivrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous. Première partie, le livre du jour. Pour notre 18e numéro de Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule « La société du paraître ». Cet ouvrage a paru aux éditions Odile Jacob. Il est écrit par Jean-François Amadieu. Sur la couverture du livre, 25 photos de visage. Une collection juxtaposée de photomatons qui disent la diversité. Hommes et femmes de tous âges, blancs, noirs, arabes, asiatiques. Le sous-titre est explicite. Les beaux, les jeunes et les autres. Marc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'auteur de cet ouvrage ? Il est sociologue, spécialiste des relations sociales au travail et des phénomènes de discrimination. Il a été directeur de l'Observatoire des discriminations. Il a beaucoup travaillé sur l'impact de l'apparence physique dans le milieu professionnel. L'un de ses précédents ouvrages, Le poids des apparences, explorait déjà ce thème sur lequel il apporte aujourd'hui une nouvelle analyse complémentaire. Peux-tu nous dire quel est le propos de cet ouvrage ? Comme je le disais, l'auteur a montré que les apparences physiques et vestimentaires comptent dans la vie de tous les jours, de l'école au travail, en amour ou devant les juges. Ce constat, établi et étayé en 2002, reste, 15 ans après, toujours valide. Cette fois, il cherche à aller plus loin et propose les résultats de nombreuses enquêtes de terrain effectuées par lui-même et ses collègues. Son thème de recherche est plus marginal en France qu'aux États-Unis par exemple. Néanmoins, Jean-François Amadieu ne renonce pas à ce qui s'apparente à un combat pour plus d'égalité et de justice. En effet, il est très attaché à diminuer les discriminations et présente notamment dans le domaine de l'emploi des pistes de réflexion qui seraient à expérimenter. En une décennie, l'un des phénomènes marquants est l'émergence des réseaux sociaux. L'objet de cette exposition intime sur le champ de l'estime est d'obtenir un maximum d'adhésion des autres. Cela se traduit par des likes et des followers, en anglais dans le texte. Chaque photographie de soi va donner lieu à des commentaires et des appréciations. L'anonymat permet à chacun de s'exprimer et de tenir des propos masqués, parfois d'une rare violence que le monde réel n'autoriserait pas. Les attaques sur le physique sont légion, la moindre photo est retouchée, merci Photoshop, l'apparence prime toute autre considération dans cette société médiatique exposée à outrance. Tu nous expliques que Facebook, Instagram et Snapchat accentuent l'importance du regard des autres. L'auteur s'intéresse-t-il au marché du travail ? Le chômage élevé est à l'origine de bien des maux dans la société. Existe-t-il une discrimination fondée sur le physique dans la recherche d'emploi ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, surpoids et chômage sont fréquemment corrélés. Il est intéressant de constater que la discrimination à l'embauche touche fortement les personnes en excès pondéral. Les résultats de différentes enquêtes sont incontestables. Il ne fait pas bon être gros pour obtenir un emploi. Et ceci ne se limite pas aux métiers exposés au public comme on pourrait l'imaginer. La stigmatisation des gros est réelle. Je citerai une anecdote. Dans la 3e saison de la formidable série télévisée Le Bureau des légendes, diffusée il y a quelques mois, un nouveau personnage apparaît, jeune informaticien enrobé, qui doit lutter pour se faire une place. Même dans ce milieu de l'espionnage où la compétence est primordiale, ses collègues lui envoient quelques réflexions sur son embonpoint exagéré. Être beau et jeune est un atout sur le marché du travail. Tout ceci est quantifié, les études de terrain permettent de le vérifier. Non seulement cela joue sur le recrutement, mais également sur les conditions de rémunération. Qu'en est-il de l'apparence pour accéder au haut de l'échelle sociale ? Pour les hommes, la taille est importante pour accéder à des postes à responsabilité. Pour les femmes, c'est surtout la beauté qui prime. Des taux de corrélation significatifs sont reportés. La beauté et l'apparence physique sont constitutifs d'une inégalité aux conséquences en cascade. L'auteur s'intéresse aussi aux situations de handicap. Son message est militant, il est en faveur de davantage de prise en compte de la compétence. Pourtant, la superficialité liée au physique est souvent gagnante. L'auteur s'attarde-t-il sur la politique ? Oui. Et tout d'abord, il rapporte une petite expérience à réaliser sur Internet. Lancer une recherche autour de 2 noms connus. Nicolas Sarkozy est associé à la taille, qui est dans son cas petite. Quant à Alain Juppé, il est lui lié à l'âge et à la calvitie. L'impact du visage est en politique fondamental. Celui qui inspire confiance est facile à identifier. Les expériences, y compris avec des enfants tout petits, montrent que seuls certains physiques permettent de gagner des élections. Bien plus que les idées et les programmes, c'est le critère le plus déterminant. Et la dernière élection présidentielle, avec le triomphe d'Emmanuel Macron,
en est vraisemblablement l'incarnation. Quelles sont les conclusions de l'ouvrage? Que peut-on faire pour que cela change? Les principales discriminations sur le marché du travail sont l'âge, le surpoids et le handicap. Et pourtant, le racisme, le sexisme ou l'homophobie sont davantage mis en avant dans les programmes nationaux de lutte contre les discriminations. L'une des mesures qui pourrait limiter l'impact de ces critères serait la mise en place du CV anonyme sans photo ni adresse. En effet, le lieu de résidence peut être particulièrement stigmatisant dans certaines banlieues. Quant à la photo, elle ne dit rien de la compétence, mais influe souvent sur la décision de recrutement, pas nécessairement selon un critère objectif. L'idée n'est pas nouvelle, des expérimentations ont eu lieu. Les résultats sont plutôt positifs, même si cela ne représente pas la panacée. Pourtant, aucune mesure politique forte n'a imposé l'anonymisation des CV. Peut-être un chantier à ouvrir par le gouvernement Philippe. Je vous propose, chers chroniqueurs, après cette présentation rapide du livre « La société du paraître », que l'on passe à la première question de notre débat. On va commencer par votre point de vue sur le CV anonyme et son impact dans les recherches d'emploi. Louise. Alors moi je suis totalement pour et d'ailleurs j'ai pu voir une expérience qui a été mise en place par une multinationale néerlandaise qui s'appelle Unilever et elle s'est lancée dans le recrutement via l'intelligence artificielle avec une entreprise américaine qui se nomme iView. Donc en fait l'idée c'est que les candidats faisaient face à une intelligence artificielle où ils devaient avoir, d'abord ils avaient 12 jeux de neurosciences, si les tests étaient réussis, ils faisaient face à une intelligence artificielle qui leur posait plusieurs questions. À travers des algorithmes de reconnaissance faciale, elle arrivait à déterminer l'enthousiasme de ces candidats. Et en fait, l'expérience donc Unilever s'est basée sur cette entreprise et a établi un bilan sur une durée d'1 an sur les résultats de cette expérience avec l'IA. Elle a constaté qu'il y avait une augmentation effective concernant l'embauche des candidats non blancs. Il faut dire aussi quand même quelque chose pour nuancer, c'est qu'il y a eu d'abord des étapes de sélection qui ont eu lieu sur Twitter et LinkedIn. Donc malgré tout, on voit qu'il y a l'impact des réseaux sociaux dans la façon dont on va être recruté plus tard. Et je ne trouve pas que ce soit une formidable idée et ça ne correspond pas non plus à l'anonymat. Gabriel, sur les méthodes de recrutement, pour ou contre le CV anonyme? Ah oui, donc je disais que moi aussi j'étais pour le CV anonyme en soi. Car déjà, un exemple, c'est devant la table, quand le patron il a l'ensemble des CV, ça lui permet de se concentrer plus sur la compétence du candidat et un peu son parcours que les détails sur son nom ou son physique qui peuvent aussi influencer. Donc là, au moins, il sera concentré que là-dessus, ce qui peut parfois permettre de recruter quelqu'un de qualité et pas forcément que sur... Enfin, les patrons regardent quand même aussi comment dire, le CV de la personne et ce qu'elle a fait. Mais je pense qu'à deux personnes égales, il va plutôt choisir la personne qui est blanche ou alors bien habillée que la personne qui est l'inverse. Ça encore, ça serait bien si c'était à compétence égale, parce qu'on voit souvent Oui, que à compétence inégale, on prend celui qui a moins de compétences parce qu'il va être blanc et un homme plutôt qu'une femme et arabe. Dans les deux cas, c'est mieux, tout à fait. J'aimerais aussi parler d'une chose concernant, alors oui, donc on parle du CV anonyme et du recrutement, mais j'aimerais aussi parler des liens au travail, notamment une expérience qui a été faite par deux cofondatrices d'un site de vente qui s'appelle Witchy. Et en fait, ces cofondatrices en avaient marre de recevoir des mails grossiers, insultants, irrespectueux et condescendants. Donc elles ont décidé de créer un faux cofondateur masculin du nom de Kefman. Et bizarrement, du jour au lendemain, en fait, Kefman ne recevait que des suggestions, que des approbations. Il était admiré, on lui répondait poliment. Et elles ont eu plus de mails, plus de contacts. Elles pouvaient mettre plus en avant leur site grâce à ce faux cofondateur. Il y a eu une même expérience du genre qui a eu lieu où deux collègues qui s'appellent Martin et Nicole ont partagé la même boîte mail pour aller plus vite dans les tâches. Et Martin s'est rendu compte au bout de 2 semaines que automatiquement il avait signé au nom de Nicole et non à son nom. Et en fait, il comprenait pas pourquoi les clients étaient aussi agressifs avec lui. Et il s'est rendu compte que c'était juste quand il signait à son nom. Il a pu se rendre compte de ce que c'est d'être une femme, en tout cas au boulot, et de l'image qu'on reflète au travail. Et voilà, je voulais juste venir là-dessus et montrer qu'effectivement, le CV anonyme, ce serait bien aussi qu'il soit au niveau du sexe. Et enfin, voilà. Autre chose sur le CV anonyme, dans les endroits où il est mis en place,
et les entreprises qui jouent le jeu, on a remarqué que proportionnellement, la discrimination habituelle est moins forte que dans les endroits où c'est pas le cas. Donc ça joue quand même de manière positive. Après, le problème, bien sûr, c'est que le CV anonyme, c'est bien, mais il faudrait trouver d'autres dispositifs parce que ça suffit pas, bien sûr, pour limiter la discrimination à l'embauche pour de multiples raisons, que ce soit l'obésité, la couleur de peau ou plein d'autres choses. Donc c'est bien, mais il faudrait qu'on essaye de trouver d'autres dispositifs. Tu as des idées ? Il y a déjà des quotas, mais bon, les quotas, c'est pas... Je suis pas forcément pour parce que les quotas, c'est en gros... Comment on peut dire ça ? En gros, on va dire on choisit pas la personne pour ses compétences, mais juste parce qu'il faut mettre 20% de noir, donc on va mettre ça. Donc il faudrait essayer de trouver un système qui soit pas obligatoire, mais qui quand même incite les entreprises à jouer le jeu. Sachant que c'est pas vraiment des quotas, mais dans les entreprises, l'embauche des personnes handicapées est favorisée par des taxes moins importantes, et puis il y a des règles, il faut embaucher un minimum de pourcentage de personnes handicapées, autrement l'entreprise a des pénalités. Donc ça, est-ce que ça vous paraît un bon système, Louise ? Moi, je suis contre la discrimination positive parce que ça ne fait que véhiculer une stigmatisation et l'idée de recruter quelqu'un parce qu'il faut un quota, on ne la recrute pas pour ses compétences. Sinon, j'avais une solution, mais qui va paraître radicale et que vous n'allez pas du tout aimer et qui va un peu renforcer mon trait de caractère avec mon amour pour les nouvelles technologies, mais je pense que le recrutement via un ordinateur ou une IA, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas la subjectivité humaine. C'est que la personne est face à une neutralité totale qui ne prend pas compte des statistiques, des quotas et qui en fait se base juste sur les compétences. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi sur les quotas, sauf pour les handicapés, parce que c'est vraiment une population en fait qui... si on n'incite pas les entreprises à aussi aménager les espaces pour qu'ils puissent aller travailler, ils ne le feront jamais. Alors que pour les autres quotas, c'est différent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. On entend dans ce que dit Louise deux choses, le féminisme sous-jacent, clairement, et les nouvelles technologies. Donc après, par rapport à ce que tu disais, j'ai du mal à bien voir en quoi un ordinateur... Alors tu dis ça mettrait de côté la subjectivité, certes, mais recrutons toujours totalement de manière objective et ne doit-il pas y avoir une certaine part de subjectivité ? Alors après, ça dépend sans doute des métiers. Et en quoi l'ordinateur, j'aimerais que tu m'expliques, ou l'intelligence artificielle, est à même mieux que des mises en situation de vérifier la compétence des personnes recrutées, des personnes qui sollicitent une embauche. Parce que pour moi, le recrutement, ça c'est mon approche. Alors sur CV anonyme, plutôt d'accord, mais comment est-ce qu'on recrute ? D'abord, on recrute sur CV. Sur le CV, on voit quoi ? On voit le parcours scolaire et les expériences professionnelles telles qu'elles sont écrites, c'est-à-dire c'est du déclaratif. Ensuite, me semble-t-il, une fois qu'on a fait ce qui s'appelle un tri de CV, donc une première sélection, puisqu'on peut pas embaucher tout le monde, hein, quand on a 50 candidats pour un poste, il faut bien choisir a priori, et on essaye de choisir le meilleur. Et après, généralement, il y a des méthodes que moi je bannis, qui vont être la morphopsychologie, la graphologie, toutes ces choses étranges et bizarres qui, en France, contrairement à dans beaucoup d'autres pays, ont plutôt la faveur des recruteurs. Puis après, il y a l'entretien. Mais l'entretien, pour moi, il devrait être là pour permettre de vérifier la véracité de ce qui est déclaré dans le CV et ensuite faire des mises en situation pour voir si la personne aura les compétences. Les a déjà ou les aura, puisque aussi quand on recrute quelqu'un, généralement, dans beaucoup de postes, on est amené à former la personne avant qu'elle soit pleinement autonome sur le poste. Et donc, par rapport à l'intelligence artificielle et aux ordinateurs, je voulais que tu nous expliques comment est-ce qu'ils pouvaient se substituer totalement à ça. Alors, il ne peut pas totalement se substituer, mais bon, déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a les algorithmes de reconnaissance faciale. Mais après, effectivement, je suis d'accord avec l'idée que lors d'un entretien, il y a un feeling, il y a une intuition qui passe, qui montre tout de suite. Bon, après, les entretiens, c'est du grand spectacle, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a quand même au moins cette sélection que peut faire le recruteur. C'est l'intuition qu'il a sur la personne. Là-dessus, je suis totalement d'accord, l'ordinateur enlève ça. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans le rapport avec les ordinateurs,
c'est que ça vise surtout les compétences, c'est pas tant le passé et la cohérence du parcours. Après, c'est peut-être mon côté idéaliste. Bien évidemment, je sais que pour certains postes, il faut avoir tel diplôme et que c'est mieux d'avoir telle expérience. Mais sur un CV, c'est linéaire. On décrit d'un point A à un point B. Et on est aussi dans une société qui ne respecte pas l'idée qu'on puisse faire plusieurs projets, plusieurs boulots, plusieurs études différentes, qu'on ait des périodes. Et justement, je trouve que c'est dommage. Et l'idée, bon, après, je parle d'ordinateur. Encore une fois, c'est idéaliste. Je ne suis pas informaticienne. Je n'ai jamais fait un recrutement par ordinateur. Je ne sais pas ce que ça donne, mais déjà, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que malgré tout, il y a quand même eu moins de racisme dans l'embauche. Donc, on parle de quotas. Là, pour le coup, c'est respecté parce que c'est une IA. L'IA, elle ne réfléchit pas à tout ce contexte. Et je pense aussi ça participe à la discrimination positive parce qu'un individu va se dire, mince, par exemple, si je fais telle blague, lui, il est noir, et cette blague va être raciste, alors qu'en fait, il peut blaguer sur tout. Mais il va se dire, devant lui, il va pas la faire. C'est de la stigmatisation, parce qu'il va se dire, lui, il va le prendre mal parce qu'il est noir. C'est un petit peu pareil avec la discrimination positive et l'embauche. C'est la contextualisation. Et l'IA, elle n'a pas cette contextualisation. Voilà. Après, c'est idéaliste, je m'en rends compte. Et il y a aussi quelque chose qui m'inquiète aussi. J'essaie de nuancer le propos sur les ordinateurs, c'est que de plus en plus de recruteurs font des questionnaires via ordinateur assez personnels. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir qui on embauche, mais surtout comment l'aborder, comment communiquer avec lui. Il y a une sorte de psychologie qui est mise en avant dans les recrutements et dans tout ce qui est le rôle du manager. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que je trouve que c'est une façon de... Alors, ça va faire un peu marxiste, ce que je veux dire. C'est une façon d'exploiter l'autre, mais en le connaissant par cœur, avec justement tout ce côté de profilage qu'on peut voir de plus en plus. Voilà. Sachant que les réseaux sociaux font que souvent, c'est les gens eux-mêmes qui donnent matière à se faire surveiller. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas aussi toute cette prévention faite sur les réseaux sociaux, hélas. En tout cas, oui, je sais que, bien évidemment, quand on a des conditions d'utilisation, c'est à nous de les lire, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on prend un jeune qui débarque sur Facebook ou sur Twitter, il ne se rend pas compte de l'impact de chaque publication et surtout de l'image qu'il véhicule avec les sujets, par exemple, qu'il priorise par exemple, il va parler plus de tel ou tel sujet et on va le cataloguer. Et ça, c'est un réel problème. Et le problème, c'est il n'y a pas d'éducation là-dessus. Et le problème, c'est que le recrutement se fait sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que tous les recrutements se fassent sur les réseaux sociaux, mais comme je suis beaucoup moins spécialiste que toi des réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu plus d'espions, en fait, pour les recruteurs, pour les vérifier et chercher des informations sur les personnes qu'ils cherchent à recruter. Gabriel, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais contre la discrimination positive. Tu peux développer un petit peu ? Contre. Disons que je pense que c'est pas le meilleur système pour les raisons qu'a dit Louise tout à l'heure, tout simplement. C'est que si on fait de la discrimination positive pour la discrimination positive, c'est-à-dire parce qu'ils font un quota de 20% de noirs, 10% de gros, ou 50% de femmes, c'est inutile. Il vaut mieux prendre les gens pour leurs compétences. Donc si on prend 50% de femmes parce qu'elles sont compétentes, c'est bien. Ou qu'on prenne plus de noirs parce qu'ils sont compétents, c'est bien aussi. Mais prendre des gens parce qu'il faut en prendre, ça c'est pas forcément la meilleure solution. Mais comment on fait pour revenir sur ce que dit Jean-François Amadieu ? Quand on est gros, on n'est jamais recruté, puisqu'on est écarté, stigmatisé du marché de l'emploi, et pas que du marché de l'emploi d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut inciter les entreprises à recruter des personnes obèses, mais sans... c'est un peu, en fait, faut pas faire c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les inciter à le faire, sans obliger non plus... et peut-être ça marchera mieux, je sais pas. Et puis, il peut être obèse et très compétent aussi. Et il y a quand même des gros qui sont heureusement embauchés dans les entreprises. Oui, sans doute. Louise veut ajouter un mot. Peut-être aussi tout simplement former les recruteurs aux questions sociales. Peut-être qu'ils ne sont pas assez formés et qu'il faut leur parler de ce qu'est la grossophobie, de l'obésité. Souvent, il y a...
cette idée que celui qui est obèse, c'est celui qui fait rien, qui reste dans son canapé. Rapide. Je sais pas. Et puis même, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais surtout, par exemple, je pense aux personnes qui ont des problèmes de thyroïde et qui du coup ont des problèmes de surpoids qui en découlent, ou d'autres cas qui ont eu comme pour conséquence l'obésité. Mais ça, on n'en parle pas assez, c'est pas assez pris en compte. Et on remarque notamment dans les violences verbales qui ont lieu que quand il s'agit de racisme ou de sexisme, alors là, il y a une vraie police qui se fait sur le net. Mais par contre, quand il s'agit de grossophobie, on trouve ça normal et personne ne va réagir. Voilà. Tout à fait. Mais apparemment, toi, tu réagirais. Donc déjà, ils auront au moins une défenseuse. Parlons justement, non plus de discrimination, mais parité. En politique, en France, il y a une loi sur la parité. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va interroger Gabriel, qui a les yeux qui frétillent dès qu'on parle de politique. C'est très bien la loi de la parité. Ça permet d'avoir plus de femmes, même si on n'est toujours pas au taux qu'il faudrait dans la politique aujourd'hui. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, pas du tout. Avec ce que tu disais Parce juste que, avant, j'aime pas la discrimination. Absolument positive, pas. À mais là, je suis pour la partir parité. du moment où il y a un vote, ce n'est pas pour moi discriminatoire. Puisque les électeurs sont censés choisir, même si c'est pas toujours le cas, le meilleur candidat. Et à partir du moment où ils décident que la personne qu'ils ont choisie est une femme, c'est qu'elle est en tout cas légitime et compétente auprès du peuple. Donc pour moi, c'est absolument pas discriminatoire. Pour moi, c'est un petit peu le même avis, tant que c'est basé sur la compétence. Mais après, le problème, c'est que c'est toute une histoire d'éducation, d'accès au poste. Donc, c'est vrai qu'une femme, hélas, va être beaucoup plus discriminée et jugée sur son capital, en fait, sur son physique. Donc, au final, je veux dire, toutes les questions du type vous allez être enceinte, ou même en ce moment, on parle beaucoup de congés menstruels, parce que dans certains pays, il y a des congés menstruels qui font que quand les femmes ont leurs règles, elles ne viennent pas travailler. Alors, moi, au tout début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bien, on arrive à se dire que les règles n'ont pas à être tabou, et on arrive à reconnaître que c'est quelque chose qui est douloureux, pour certaines très douloureux, comme celles qui ont l'endométriose. Mais en même temps, je me dis ça peut être vicieux, parce que les femmes, on ne les recrute pas parce qu'on se dit elles vont faire des enfants, donc elles vont être en congé maternité. En même temps, c'est drôle parce que le congé paternité n'est pas le même, il n'est pas à valeur égale du congé maternité. Et donc, si on fait des congés menstruels, forcément, elles auront moins d'accès à l'emploi et elles resteront dans ce truc de temps partiel. Sur la parité en politique, le seul bémol qu'on pourrait mettre, et là il y a encore du travail, c'est qu'il y a plus de femmes aujourd'hui, mais c'est pas encore... c'est toujours à peu près le même profil de femmes. Un peu comme pour les hommes en politique, c'est-à-dire il y a trop encore de... Malgré la parité, il y a toujours ce qu'on appelle dans les entreprises un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de président qui soit une présidente, on n'a toujours pas de premier ministre qui soit une femme, on a toujours... Édith Cresson, c'est déjà il y a longtemps. Hein. Oui, mais c'était novateur à l'époque. Mais... C'est trop peu, je suis d'accord. Mais après, il y a d'autres pays, par exemple en Allemagne, où Angela Merkel, elle est au pouvoir depuis des années. Donc, heureusement, dans beaucoup de pays, il y a quand même des femmes qui ont atteint le sommet de la hiérarchie de l'État, et c'est plutôt encourageant. Ouais. Le livre porte plutôt sur la France, même s'il y a aussi des études à l'étranger. Et puis, si on rebondit avec ce que disait France, oui, il y a un problème. Tout à l'heure, Louise, sur les manières de recruter en France et la valorisation ou pas d'expérience, d'interruption dans une carrière, le rapport n'est pas du tout la même en France et dans les pays anglo-saxons. Dans un certain nombre de pays anglo-saxons et en Israël par exemple, il est de très bon ton pour un jeune à la fin de ses études universitaires de commencer à travailler, ou avant la fin de ses études universitaires de prendre un break d'une année et d'aller faire un tour du monde. Ça, en France, c'est très peu valorisé. Gabriel ? Après, il y a des exceptions comme Laurence Parisot par exemple, qui est une femme chef d'entreprise et pas forcément belle. Donc ça montre que les clichés sont pas forcément toujours heureusement. Mais en disant qu'elle n'est pas belle, est-ce que tu contribues pas toi-même ? Non, mais je veux dire par rapport aux standards que les gens se font de la beauté. Et alors que Laurence Parisot, pour moi c'est une patronne, donc je l'aime pas trop, mais je veux dire c'est quand même une femme qui a réussi, qui a un chemin assez intéressant. Après, je pense qu'en France, l'apparence d'une femme, disons qu'il y a une pression moindre par rapport à certains pays. Ouais. Par exemple, en Chine, les femmes, plus elles sont jolies, plus elles sont recrutées. Il y a également un économiste un économiste texan
qui avait dit que dans son étude qu'il y avait des femmes qui gagnaient plus de 8% si elles étaient beaucoup plus jolies. Et il y a également toute l'affaire en Grande-Bretagne sur cette femme qui a été licenciée d'une entreprise parce qu'elle ne voulait pas porter des talons entre 5 et 10 cm. Et ça a fait tout un tollé en Grande-Bretagne parce que justement, c'est pas à ce niveau-là. Enfin, il y a une autre perception. Et bon, je sais pas s'ils ont changé les lois à ce niveau-là. En tout cas, je sais qu'il y a une pétition. Mais je pense qu'en France, ce serait beaucoup moins passé une affaire de ce genre. Il me semble que cette semaine, dans le Nouvel Observateur, il y a un article sur la hauteur des talons des femmes dans le monde de l'entreprise, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc je ne vous en dis pas plus. Enchaînons sur le rôle de la beauté dans la réussite. Alors, Gabriel a l'air de se dire, mais où va-t-il nous amener ? Juste quelques mots pour rappeler, c'est en lien avec le livre qui s'appelle donc La société du paraître. Si on parle de l'effet, ce qui s'appelle l'effet Pygmalion, c'est documenté depuis des décennies. Alors, ça concerne l'éducation des enfants à l'école, où on se rend compte que les enfants qui réussissent le mieux sont les enfants qui sont les plus beaux physiquement. Et là, c'est prouvé par des dizaines d'études, même si Gabriel fait la moue. Et ça s'explique, parce que ensuite les psychologues et les sociologues ont étayé... Réussir scolairement ou réussir après ? Non, réussite scolaire, déjà. Dans mon collège, les enfants ont baissé un peu là. Laisse-moi expliquer en quoi consiste l'effet Pygmalion, qui se présente dans toutes les classes du cours préparatoire au collège. Toutes les expérimentations montrent, parce que c'est fait à partir d'expérimentations, que les enfants les plus beaux sont plus sollicités par les professeurs ou les instituteurs qui les stimulent davantage et qui ont déjà un a priori de par leur apparence physique, mais tu vas être prof et c'est inconscient, c'est-à-dire que quand on les... alors Gabriel est toujours contre tout ce qui est dit, mais... Pas toujours, non, heureusement. Il faut juste aller chercher sur Internet, vous voyez effet Pygmalion, c'est très bien documenté, et donc le fait d'être davantage stimulé fait que ça contribue à améliorer leurs résultats scolaires. Et ensuite, évidemment, plus on a de bons résultats scolaires, plus on arrive à s'intégrer dans le monde du travail. Donc, Gabriel, on va lui laisser la parole, qui de toute façon est totalement persuadé qu'il n'y a aucun lien entre la beauté et la réussite. C'est ce que tu veux nous dire ? Si, il y en a, mais au niveau scolaire, je suis pas forcément d'accord. On voit pour être dans le monde de l'éducation que les profs, il n'y a aucun prof qui va favoriser un élève parce qu'il est beau, justement. Dans les classes, déjà, elles sont assez hétérogènes, il y a tout, heureusement. C'est pas parce qu'un élève est beau qu'il va avoir de meilleurs résultats. Déjà, les profs, ils essayent de faire que la majorité des élèves réussissent, donc les élèves en difficulté, on va beaucoup les aider. Les élèves qui sont plutôt très bons, on a tendance à moins les interroger, justement, puisqu'ils ont déjà des capacités. Donc c'est pas forcément le cas pour moi. C'est une réponse idéaliste, mais quand c'est vérifié, la majorité des profs qui font leur travail convenablement le font. Après, j'ai pas dit que c'était jamais le cas, mais moi j'ai jamais vu ce cas de figure en tout cas. Moi je t'ai juste expliqué que dans toutes les recherches académiques et universitaires, on explique très clairement que c'est inconscient et les profs ils ne le font pas d'eux-mêmes. Je ferais une recherche inverse. Les recherches, heureusement, c'est fait pour être parfois contesté. Après moi, c'est vrai que actuellement, je travaille dans une ULIS. Donc on travaille avec des élèves en situation de handicap, donc croyez-moi que la beauté, le physique, c'est vraiment pas quelque chose qui compte pour nous, parce que et on les aide vachement. Voilà. Après, je sais pas, moi pendant toute ma scolarité, je n'ai pas senti ça, mais en même temps, voilà, j'ai juste mon expérience d'une fille qui a fait sa scolarité normale et mon expérience en Ulysse. Et partant du principe qu'en Ulysse, on a des élèves en situation de handicap, donc de base la beauté n'est pas quelque chose qui compte. Après, ça m'étonnerait pas que les profs aient des chouchous, mais parce que ça je pense que c'est totalement humain. On a nos favoris, nos préférés. Moi, je sais pas, je me suis toujours dit que c'était, que les profs en fait n'aimaient pas ceux qui y arrivaient comme ça sans rien faire et préféraient plus ceux qui étaient sérieux, même s'ils n'avaient pas de super résultats, qui voulaient y arriver. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu l'éducation nationale. Après, je n'ai clairement pas ou en tout cas très peu d'expérience là-dedans, donc je ne pourrais pas dire. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, pour l'avoir vécu à peu près pareil que toi. Moi, je dirais plus que les profs, s'ils ont tendance à favoriser, en fait, ils auront pour moi plus tendance à donner de la parole à des élèves qui sont pas turbulents. C'est-à-dire qu'un élève qui a du mal à rester en place, qui ont du mal à gérer, ils vont avoir tendance à moins l'interroger. Mais c'est pas forcément sur la beauté pour moi, parce qu'un élève turbulent, il y en a de toutes les sortes. Il peut en avoir. Et quels critères de beauté aussi. Voilà. Et pour moi, c'est plus sur ça que les profs, parfois, ils peuvent être moins objectifs. C'est-à-dire qu'un élève qui a tendance à être turbulent et être moins bon,
on a moins tendance, enfin pas moins bon, parce que les élèves qui sont en difficulté mais qui ont envie de travailler, on les aide. Mais un élève qui est turbulent et qui dérange la classe, un prof va pas l'interroger parce qu'il sait que s'il lui donne la parole, c'est terminé. Donc il y a ça peut-être qui peut jouer, mais pas forcément la beauté. Après, je suis en train de me dire aussi, bon, après c'est ce que j'ai pu voir, et c'est juste mon expérience scolaire. Souvent, les filles qui étaient belles étaient beaucoup plus mises en avant par les profs masculins. Et bon, je vous laisse imaginer. Et souvent, on leur faisait des faveurs ou on les notait mieux. Parce que elles étaient un plaisir pour la vue de ce prof qui va endurer des journées de cours. Tu parles des profs de sport là? Non, de tout type de profs que j'ai pu voir qui draguaient leurs élèves. Voilà. je dis ça par expérience, hein, clairement. Après, chez les femmes, les profs femmes, je l'ai moins remarqué. Peut-être que ça m'a plus paru choquant chez les hommes, peut-être que, je ne sais pas, je me suis dit, mince, est-ce qu'il y a des pédophiles face à moi? Enfin, c'était une grande question. Mais effectivement, et c'est pas que dans le système collège-lycée, hein, c'est, si vous allez sur certaines pages comme Paye ta fac, qui a inspiré des pages comme Paye ta schneck, qui recense en fait toutes les remarques sexistes, beaucoup de profs d'université ont eu des propos et fait des faveurs et même proposé des cafés ou des soirées chez eux à leurs étudiantes. Voilà. Je dirais que c'est même plus dans le milieu universitaire que ça se passe. En ce qui me concerne, je reste attaché aux résultats scientifiques prouvant qu'il y a un lien, une corrélation forte entre la beauté et la réussite. Ce qu'il faut savoir aussi, alors je vous le raconte, Gabriel ne sera pas d'accord, mais il y a beaucoup d'expériences psychologiques qui montrent que quand on met une assemblée d'un certain nombre de personnes à qui on présente tout un tas de photos, les jugements sur la beauté convergent tous. C'est-à-dire que, en gros, alors il y aura toujours des exceptions, mais en gros, un visage beau, dans une société donnée, parce que c'est culturel là aussi, on aura tous globalement les mêmes jugements. Ce qui veut dire que même si ça peut paraître pas évident, on considère globalement tous le même type de personnes comme étant des personnes belles et le même type de personnes comme étant des personnes laides ou moins belles. Oui, mais ça, je suis d'accord, c'est évident. Mais là, je parle au niveau du professeur, c'est pas forcément le cas. Sur des photos, oui, c'est sûr que si tu me demandes qui je trouve le plus beau, je vais te répondre ça et tout le monde va dire la même chose. Parce que c'est en fonction des personnes. Mais là, c'est différent, les photos. C'est pas sur des gens à aider ou des personnes. Je vous conseille donc de vous documenter sur l'effet Pygmalion. Restons dans ce titre, La société du paraître, qui s'intéresse beaucoup au processus de recrutement, mais qui va au-delà et qui s'intéresse à ce qui se passe dans la société. Donc on est dans une société française du début du XXe siècle, où il y a toujours une sorte de culte exacerbé de la beauté, qu'elle soit féminine principalement, mais aussi masculine, puisque dans les dernières décennies, le corps a été beaucoup mis en avant, ne serait-ce que par la société médiatique, par la publicité, par la mode. Alors il y a eu dans la mode un effet de mode qui était autour des mannequins anorexiques. Il y a même eu besoin de légiférer pour interdire aux plus jeunes. Alors là, ça touchait principalement les filles, mais on a vu aussi des garçons anorexiques dans la mode. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce que c'est la loi du marché et puis c'est au plus beau? Alors après, on peut se poser la question, est-ce qu'un corps anorexique est un corps excitant et un corps beau? Chacun donnera son avis. On commence par l'avis éclairé et féminin de Louise. Alors bon, moi, un corps anorexique m'inquiète plus qu'autre chose. La peau sur les os, je trouve pas ça spécialement beau. Après, encore une fois, c'est une question d'époque, parce que quand on voit les peintures, on voit que à une certaine époque, c'était les femmes rondes qui étaient plus mises en avant, qui étaient un idéal de beauté, parce que elles étaient, ça s'associait à la richesse, au bon vivre. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a été dans une société très dans le culte de la maigreur. Il y a pas mal de défis aussi sur les réseaux sociaux, comme le thigh gap, où les filles... Alors le thigh gap, l'idée c'est plus il y a de distance entre les cuisses, plus
plus en fait on a plus on est on a de succès sur les réseaux sociaux. L'idée c'est avoir le plus de distance. Il y a aussi alors une mode qui a eu lieu où il fallait se montrer en photo et plus on voyait les côtes et plus il y avait de succès. Alors je ne vois pas en quoi voir les côtes et avoir un physique qui sort d'Auschwitz est excitant, mais bon, aujourd'hui je remarque quand même chez beaucoup de garçons qu'ils s'intéressent, après c'est mon point de vue et le point de vue d'autres filles avec qui j'ai pu parler, qui remarquent qu'il y a beaucoup de garçons, et puis aussi j'ai beaucoup d'amis garçons qui m'en parlent, ils aiment bien quand même des filles avec des formes. Donc je ne sais pas aussi, je vois beaucoup de défilés se mettre en place avec des femmes rondes. Donc je me dis qu'on est peut-être en train de sortir petit à petit de ce culte de la maigreur. Et voilà, je pense que c'est très bien. C'est juste qu'il faut juste pas aller aux extrêmes, quoi. Je pense qu'en général, on a deux types de cultes. C'est le culte de la jeunesse et le culte de la beauté, souvent incarné par la maigreur dans notre société en ce moment. Gabriel. Le culte de la personnalité aussi, non, je rigole. Non mais oui, c'est vrai, après le culte de la maigreur, je pense qu'il y a toujours... En fait, c'est un truc qu'on veut nous imposer, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui aimaient les rondes, sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas, quoi. C'est juste ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit aussi. Le culte de la beauté, c'est un phénomène quand même récent, qui a 19e et 20e siècle, quoi, avant. Même plus Georges Vigarello, un historien que tu dois connaître, a écrit toute une histoire du corps, et on voit bien qu'il y a des phénomènes de mode aussi. Oui, mais qui s'estompent et qui reviennent. Par exemple, à l'Antiquité, oui, les corps beaux étaient plutôt valorisés, notamment pour les jeux. Ouais, mais les effets, mais aussi pour dans les jeux, l'athlète sportif et tout ça. Au Moyen-Âge, un peu moins quand même. Enfin, je pense que ça jouait, mais c'était pas déterminant. Catherine de Médicis, qui était horrible, était une reine très compétente. Enfin, voilà, donc je sais pas si vraiment ça joue. Enfin, il y a des époques où ça jouait plus que d'autres. Après, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le matraquage qui a été fait, comme tu dis, sur la pub avec les mannequins qu'on voit dans le métro et tout ça. Et là-dessus, je suis assez content qu'on commence à empêcher ça, même si c'est pas encore le cas totalement, et qu'il y ait des gens qui commencent à s'en offusquer. Parce que on a l'impression qu'il y a des règlements, oui. Ouais, il y a des règlements, même s'il y en a encore, mais il y a beaucoup moins qu'à une époque. Mais moi, ce qui me dérange dans notre société, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a une norme à respecter et qu'on fait rentrer dans la tête des gens que, en gros, une belle femme, c'est une femme qui est super mince. Ouais, voilà, c'est ça. Les phénomènes de mode aussi, c'est commence très jeune, parce que par contre, là, oui, dans les cours de récréation, on le voit très bien. Dès que quelqu'un lance un effet de mode, tout le monde va avoir la même chose. Ça peut être aussi bien dans les habits vestimentaires, quand quelqu'un n'a pas les mêmes habits que les autres, il est un peu mis à l'écart. Aussi dans les objets, maintenant il y a des hand spinners, c'est des trucs ronds qui tournent là. Et ça se développe partout et tous les enfants veulent l'avoir parce que leurs potes là, et s'ils l'ont pas. Donc les modes, en fait, ça peut être quand même très ravageur dès le plus jeune âge et faire des dégâts dans la société après, quoi. J'aimerais aussi parler l'étude d'une association britannique, donc The Royal Society for Public Health, qui a mené une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Donc elle a sondé 1500 jeunes âgés entre 14 et 24 ans, donc avec plusieurs questions sur leur niveau d'anxiété ou le sentiment de solitude face à ces plateformes. Et conclusion, c'est Instagram et Snapchat qui remportent le trophée de la dépression. Pourquoi ? Parce qu'il y a un culte de l'image, qu'on se rend compte que ça donne l'impression à chacun d'avoir une vie très belle et très active. J'aimerais aussi parler, par exemple, des photos qui se lancent de plus en plus et qui est aussi un phénomène de mode, de ces plats très île-filles avec plein de couleurs, où on voit ces personnes qui sont en train de raconter leur vie et dire regardez, là je fais du sport, là je mange très sainement, regardez, je me maintiens en forme et j'ai une belle vie. Et on parle du phénomène de désespoir par comparaison. Parce que les jeunes, en plus, ils sont adolescents, donc c'est un âge où on a besoin de se montrer, de savoir qu'on est aimé, de savoir qu'on a du mérite. Donc, ils vont publier de façon frénétique sur ces réseaux sociaux et être à l'affût du moindre j'aime. Enfin, je sais pas, quand on est sur Facebook, on a un adolescent, qu'on est mal dans sa peau, on publie, je ne sais pas, moi... je sais pas, le dernier album de tel groupe et on en fait une petite critique.
quelqu'un d'autre va publier quasiment la même chose, mais avec une critique mieux fournie, et va recevoir, 5 j'aime supplémentaires. Pour un jeune en mal-être, il va se comparer au nombre de j'aime, et plus il aura de j'aime, et plus il va être addict à ces j'aime. Et il y a aussi ce problème pour notamment les filles, parce que c'est l'éducation qu'il y a, de voir des femmes sur Instagram qui prennent des filtres qui du coup montrent leur corps sous leurs meilleurs atouts et qui font que elles vont se dire moi je suis grosse, moi je suis moche. Et alors il y a une Instagrammeuse, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait 2 photos différentes. Une photo d'elle où elle semblait avoir un corps parfait, et la photo de la réalité, et dans chaque endroit, chaque position. Et je trouvais que c'était très bien fait, et vraiment, elle amenait les filles à se dire acceptez votre corps et apprenez à juste pas montrer sur ces réseaux sociaux des corps ultra minces et sous leur meilleur filtre. Tout à l'heure, tu disais que pour réussir, il fallait être beau. Tu parlais donc dans l'éducation, là, je n'étais pas d'accord. Par Pas contre, forcément dit qu'il fallait être beau, j'ai dit que être beau aidait à réussir. voilà. Mais après, donc dans l'éducation, j'étais pas du tout d'accord. Mais par contre, sur après, oui, parce qu'on voit, par exemple, dans tous les métiers en fait où il y a besoin où il y a une forte attraction médiatique, comme les acteurs ou dans le sport, par exemple, où ça joue de plus en plus en fonction des nouvelles générations. Par exemple, tous les footballeurs jeunes aujourd'hui changent de coupe de cheveux toutes les 2 semaines et tout pour faire l'apparence physique qui joue plus, même chez les acteurs et tout ça. Donc là-dessus, oui, je pense que dans certains métiers, malheureusement, c'est un élément qui joue énormément, notamment aussi quand on recrute un présentateur télé ou quelque chose comme ça, la partie physique joue quand même beaucoup. On voit rarement des présentateurs moches. Anne-Sophie Lapix, c'est plus belle que David Pujadas. Bah oui. C'est vrai que David Pujadas, c'est une exception, je suis assez d'accord. C'est David un des Pujadas rares qui est petit en plus. petit, et il n'est pas forcément réputé pour beau, entre guillemets, dans En même temps, il l'imaginaire a des été gens. mis sur la touche un peu parce qu'il était vieux, donc ça nous sert de transition. Vieux, mais pas parce qu'il était moche. Non, on Voilà. pouvait... C'est vrai que c'est une Mais il est exception. je suis remplacé d'accord. par une femme plutôt jeune, plutôt belle, plutôt basque. La jeunesse face à la vieillesse. On est dans une société Ça aussi, c'est un qui sujet. accepte plus ou moins bien de vieillir. On parlait des régimes, de la culte de la maigreur, et tous les étés, les magazines féminins notamment font des odes au régime. Et sur la vieillesse, c'est un peu pareil. On lutte contre, on se met du botox et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense plus ? Tu es loin d'avoir l'âge de penser à la vieillesse, mais tu as peut-être un regard quand même là-dessus. Alors, si je pense à la vieillesse, c'est notamment parce que, comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup au transhumanisme, ce fameux sujet que Marc ne veut surtout pas voir sur la table, mais je vais en parler. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Dans la Google du loup ». Et qui est assez intéressant, qui montre tout ce que fait Google dans les coulisses. Justement, ça parle beaucoup de cette société de la perfection, parce que y a beaucoup de solutionnistes. Donc les solutionnistes, c'est ceux qui pensent qu'il y a une solution à tout, une solution à la famine, une solution, aux problèmes mentaux, une solution à tout type de problèmes, et qui pensent aussi que la mort est une option. Donc pour eux, l'idée c'est que vieillir c'est mal, et qu'il faut rester éternellement jeune. J'aimerais aussi parler d'une expérience, d'une expérience qui se fait, qui a été lancée par la NASA pour la colonisation de Mars. En fait, l'idée c'est d'envoyer des astronautes, mais qu'ils puissent rajeunir, parce que un voyage jusqu'à Mars, on se doute bien que ça prend du temps, n'est-ce pas ? Donc du coup, ils ont fait des expériences sur des souris. Et à l'aide d'une molécule qui s'appelle NAD, les cellules d'une souris âgée de 2 ans étaient semblables à les cellules d'une souris âgée de 6 mois. Ils ont réussi à rajeunir une souris. Donc pour l'instant, c'est juste dans l'idéal d'une colonisation sur Mars. Mais le problème, c'est que je vois de plus en plus de mouvements en faveur de cette jeunesse, en faveur de cette société où il faut tout le temps être ultra productif, il faut travailler de plus en plus, dormir de moins en moins, et donc du coup rester jeune. Et le problème de ce genre en tout cas de ce que veulent faire les solutionnistes, c'est qu'on peut arriver à une société à double échelle, où on a les riches qui peuvent rester jeunes,
et donc qui sont toujours sur le marché de l'emploi, et on a ceux qui vieillissent et qui, donc du coup, parce que comme ils sont pauvres, ça fait un cercle vicieux et ils n'ont plus trop accès au marché de l'emploi. C'est un paradoxe, ce serait drôle parce que dans nos sociétés actuelles où les populations sont de plus en plus âgées en termes de moyenne, en Europe notamment et en occidental, où l'espérance de vie augmente aussi, ça va être de plus en plus problématique de vouloir empêcher un senior qui, je sais pas, est licencié à 53 ou 54 ans de pouvoir finir ses années d'annuité, par exemple. Les seniors te tomberaient dessus si tu disais qu'à 53 ou 54 ans on est senior. Je pense que tu as très bien compris le message. C'est juste de dire qu'aujourd'hui c'est la norme pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, si tu es licencié, tu as très peu de chances de retrouver un emploi. Je n'ai pas dit que c'est des vieux, mais pour un employeur, il coûte cher et du coup il est considéré comme vieux, tout simplement. C'est ça que je voulais dire et c'est très clair. Voilà. Quelle réaction à cette phrase célèbre? La vieillesse est un naufrage? Je dirais l'inverse. La vieillesse, c'est beau, c'est magnifique. C'est une étape de la vie qu'il faut passer. Je pense qu'on peut dire ça quand on est jeune. Je ne suis pas sûr que les personnes les plus âgées partagent ça. Il y a des personnes âgées qui sont très bien dans leur peau, qui se trouvent très belles. Et pour moi, une personne âgée peut être quelqu'un d'extrêmement lumineux, il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire, en fait, c'est vrai que quand on est senior, c'est compliqué d'accéder à l'emploi. Mais je remarque aussi que pour des jeunes, c'est compliqué d'accéder à l'emploi parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience, sauf qu'on leur laisse pas le temps de se faire l'expérience. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de postes qui sont occupés par des baby-boomers et que ça empêche beaucoup de jeunes de rentrer sur le marché de l'emploi. Pour eux, c'était facile à une époque. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, la norme, c'est vraiment... faut avoir 30-40 ans, quoi. C'est vraiment l'âge où il y a le plus de gens qui sont embauchés. Ce qui est logique aussi, parce que c'est la plus grosse masse de travail. On va terminer sur cette sorte de conclusion et ainsi va s'achever notre débat parfois houleux et vif ce soir sur la tyrannie de la beauté et les discriminations à l'embauche. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie, de distraction ou de lecture. En attendant, voici une courte pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait de Jamais content, c'est de Circonstances d'Alain Souchon. On se retrouve juste après avec Louise et Gabriel. Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion. Carrément dit non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre, je faisais le Frenchman super lover. Je me peignais les cheveux, les sourcils pour être plus brun, pour faire viril. Carrément débile, je trouve pas mon style. De retour après l'intermède musical pour les propositions culturelles du jour avec l'équipe des Livrez-vous. C'est la carte blanche, les invitations à voir, lire, découvrir. On se retrouve après le jingle. Délivrez-vous. Deuxième partie. Les propositions culturelles de nos chroniqueurs. On va commencer par Gabriel. Que nous proposes-tu? On va au cinéma, c'est ça, ou on part en voyage? On va au cinéma. Je vais vous parler d'un film, Gabriel et la montagne. C'est un film qui est
Ça n'a rien à voir avec toi, le Gabriel du titre. Non, c'est le nom du film en fait. Qui est sorti il y a plusieurs mois, un peu moins quand même, mais qui n'est plus en salle par contre. Ça j'ai vérifié. Toujours ? Ah d'accord, mais pas dans les grandes salles en tout cas. Bref, donc du coup s'il est toujours en salle, vous pouvez aller encore le voir. Donc c'est un film que j'ai trouvé assez beau et émouvant, donc qui parle bien sûr d'un Brésilien qui s'appelle Gabriel, donc qui a fait un voyage qui est un globe-trotter, c'est-à-dire qu'il a voyagé dans beaucoup de pays du monde. Et donc au moment du film, lui il se trouve en Afrique. Il voyage dans plusieurs pays d'Afrique à ce moment-là. Et donc on suit un peu son parcours, en gros les 3 dernières semaines de sa vie, puisque malheureusement ça finit mal pour lui. Mais c'est une fresque assez intéressante où on voit bien qu'il lui il veut voyager vraiment de façon authentique, c'est-à-dire pas comme un touriste, mais il veut voyager et vivre comme les habitants des pays qu'il va traverser. Donc ça permet de voir déjà des très beaux paysages dans le film et de voir un peu, d'essayer de toucher un peu à la culture des pays qu'il traverse. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai plutôt bien aimé ce film qui montre un message vraiment beau à la fois d'entraide entre les humains, de découverte des autres cultures, de curiosité entre les peuples, parfois aussi de tension, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant et donc je vous conseille d'aller voir ce film. Je sais pas si tu l'as dit, ça se passe essentiellement en Afrique et en Afrique noire. Oui, j'avais dit en Afrique, c'est vrai que je vais pas préciser plus en Afrique noire, mais même en dessous de la Centrafrique, vraiment l'Afrique noire, entre l'Afrique du Sud et la Centrafrique. Kenya, Malawi, C'est ça, Rwanda. à peu près, ouais. Ok, donc ça s'appelle Gabriel et la montagne. Louise, tu nous parles musique, je crois. Alors, j'aimerais parler du groupe Ultra Vomit. Comme vous voyez, c'est un nom assez charmeur. C'est un groupe de heavy metal, donc qui est assez parodique et qui a des paroles pour la plupart très absurdes, avec des paroles du type nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Mais personne ne dit rien du tout. C'est un complot, voilà. C'est un groupe français qui chante en français ? Un groupe français. Alors, parmi eux, il y a le chanteur Nicolas Patra, qui vient du groupe Andreas et Nicolas. On les avait connus avec la fameuse chanson Je collectionne des canards, qui est aussi une chanson très absurde. Et le 28 avril de cette année, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Panzer Surprise, et dans quasiment chacun de ces titres est magnifique. Enfin, ils reprennent à la perfection Rammstein avec Kamtar, où on les voit sur scène, en fait, faire un concert où au final il n'y a personne, où tout disjoncte, et en train de dire des paroles en allemand, mais au final des paroles très simplifiées. Ils ont notamment aussi chanté Face à la mer, le titre c'est Calogero, donc Face à la mer de Calogero. Et en fait, c'est vraiment des mecs qui se prennent pas au sérieux. Et moi, je les avais découverts cette année au Hellfest. Et j'ai jamais vu une aussi bonne ambiance. Enfin, tout le monde dansait. Ils ont même demandé à ce qu'on fasse la chenille. Enfin, ils se prennent pas une seule minute au sérieux. Et donc voilà, si vous voulez les découvrir, donc ils sont à la fête de l'UMA et sinon au Trianon le 13 octobre. Alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est on va en passer quelques courts extraits. Ouais. Si j'avais 10 dollars, j'irais au Spar Sex pour toucher des bars et des paires de fesses. Si j'avais 10 dollars, j'irais au Spar Sex pour toucher des bars et des paires de fesses. Si je m'en avais
Marc, toi, quels sont tes conseils culturels du jour? Alors, moi, je vais vous proposer d'aller au cinéma, voir un film assez long, de 2h20, mais qui est très intéressant, me semble-t-il, qui s'appelle 120 battements par minute. Alors, c'est un film de Robin Campillo qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes et qui est une fresque, on va dire, autobiographique, puisque ce qui est raconté dans le film, le réalisateur l'a lui-même en partie vécu. Donc, c'est en fait l'histoire d'Act Up. Act Up, c'est une association fondée à l'origine à New York, qui est la branche française. Act Up France a été fondée à Paris dans les milieu des années 80. Le film se situe dans les années 91-92, au moment de l'acmé de l'épidémie de sida en France. Donc c'est une association de lutte contre le sida. Le film est à deux côtés, je dirais. Un côté documentaire qui raconte 20 ans après, à peu près, ou un peu plus, ce qu'était l'histoire. Et pour les plus jeunes générations, que vous incarnez tous les deux, c'est à la fois très proche, mais en même temps, on a aujourd'hui totalement oublié ce qu'était Act Up, parce que même si le mouvement existe toujours, il n'existe plus sous la même forme, parce que le sida, c'est toujours une maladie mortelle, mais on en meurt... Tant mieux, beaucoup moins qu'avant, parce que on n'en guérit pas, mais ça se soigne en partie. Donc c'est l'histoire de ce mouvement, de ces luttes et de ces moyens d'action, de ces méthodes d'action, qui étaient des méthodes très particulières, assez violentes. C'est sous le forme de ce qui s'appelle des apps, avec des RH, c'est des réunions où, dans des amphis, tout le monde est amené à s'exprimer avec des codes très précis, les codes d'Act Up, c'est-à-dire qu'on siffle pas, mais on claque des doigts. Il y a des règles de prise de parole, on parle assez vite. Et là, il filme très bien ces réunions où ils vont décider des actions. Et il met en scène les actions qui se sont réellement produites. Alors il y a une des actions les plus spectaculaires qu'on voit pas dans le film mais qui est évoquée, c'est Journée mondiale de lutte contre le sida, où Act Up a déployé sur l'obélisque de la Concorde une capote rose géante. Mais il y a d'autres actions fortes. C'était quand il portait des t-shirts sur lesquels un triangle rose était, sur lequel il était marqué silence égale mort, et où des dizaines d'associatifs, enfin de personnel participant à Act Up s'allongeaient dans les rues. Il y avait aussi la manière dont ils déversaient des poches de sang, qui était du faux sang, mais notamment sur les laboratoires, qui ne donnaient pas les molécules. Ils avaient un slogan qui était très drôle, c'était « des molécules pour qu'on s'encule ». Mais c'est très daté années 90, mais pour moi, ça a une vertu documentaire assez forte. Et puis en parallèle, il y a une histoire d'amour entre deux garçons, un qui est séropositif et qui va mourir du sida, donc ça va être assez tragique. C'est peut-être la partie la plus douloureuse du film, où pendant 15-20 minutes on assiste à son agonie, qui est assez douloureuse, mais qui montre bien des symptômes qu'aujourd'hui on ne voit plus. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, on ne sait plus ce que c'était que les années 90, quand dans certains milieux, chaque semaine, il y avait des dizaines de morts, avec des syndromes de Kaposi, toutes ces choses-là. Donc voilà, pour moi, ça fait aussi écho à un autre film de la même époque, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Romain Campillo, lui, il a eu de la chance, il n'a pas été séropositif, il s'est sorti comme certaines personnes de cette période-là. Il y avait un autre personne dans les mêmes années qui lui est mort en même temps, qui était écrivain, chanteur et cinéaste, et c'était Cyril Collard avec Les Nuits Fauves. Et pour moi, les deux films sont deux films forts qui disent bien ce qu'était l'époque, sachant que les deux n'étaient pas vraiment compatibles, c'est-à-dire que les gens d'Act Up ne supportaient pas le message véhiculé par le film Les Nuits Fauves, donc je vous laisse éventuellement découvrir ça. D'ailleurs, il le passe à la fête de l'humain, à la Halle Léo Ferré. Très bonne programmation. Voilà. Louise, puisque tu as la parole, un autre conseil ? Une série maintenant qui s'appelle The Mist. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est The Mist de Stephen King, donc La Brume de Stephen King. Il y a déjà eu un film qui est sorti dessus il y a longtemps, qui était vraiment, vraiment super, je trouvais, et dont la chute est assez chaotique, bon, en même temps comme tout le décor. En fait, The Mist, c'est la brume. Une brume apparaît sur une ville sans raison. Et en fait, on ne peut plus rester dans la brume, parce que dans la brume, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des hallucinations, des monstres qui sortent dont on ne sait où. À côté de ça, il y a l'armée qui ne veut rien dire. On ne sait pas si c'est une expérience de l'armée. Le mystère reste. Et donc, tout le monde essaie de se cantonner, soit dans des maisons, dans des églises, là où ils peuvent. Et alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que
au début, on voit une petite histoire comme ça qui s'installe dans un village où c'est déjà assez problématique parce qu'on a une fille qui se retrouve victime de viol dans son lycée. Et il s'avère que lorsque cette fille va devoir se cacher avec sa mère, ça sera dans un centre commercial avec son supposé violeur, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment qui l'a violée. Et je vous laisse imaginer le côté un petit peu claustrophobe, le huis clos, les personnes qui deviennent folles petit à petit. Et en fait, ça monte très très vite en termes de tension. Et au final, on a presque moins peur de sortir dehors que de rester avec les gens dedans. Et il y a aussi toute une allégorie sur la religion, bien évidemment, parce que des personnes qui croient à l'apocalypse, à la fin du monde, se mettent à établir des règlements totalement draconiens. Voilà, je le conseille à tous. Donc une série qui s'appelle The Mist. On va terminer avec Gabriel qui a un dernier conseil à nous donner. Là, c'est plutôt patrimoine. On va partir en Bretagne. Je parlais du château de Fougères, qui en fait est un des derniers vestiges des châteaux des Marches de Bretagne. Donc les Marches de Bretagne, c'était les châteaux qui servaient de frontière à l'époque où la Bretagne était indépendante, donc avant le XVe siècle. Et le château de Fougères est un château assez atypique et bien conservé de l'époque, donc un château fort, un vrai château fort, donc c'est les châteaux que je préfère, moi, les châteaux forts. Un vrai château fort, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment il servait d'ouvrage de défense, et en fait, bizarrement, la ville est au-dessus du château, donc c'est assez intéressant. C'est un château qui a quand même subi, malgré qu'il soit bien conservé, les ouvrages du temps qui ont fait que, par exemple, les logis du roi ont disparu. Mais j'ai trouvé que les guides là-bas étaient excellents dans leur genre, qui jouaient vraiment bien le jeu. Ils sont habillés aussi un peu avec les habits d'époque et tout, donc c'est assez drôle. Et ils expliquent vraiment bien en fait l'histoire en fait de la Bretagne, l'histoire de châteaux notamment, qui était vraiment le point culminant de tous les châteaux qui bordaient la frontière bretonne aujourd'hui. Et ce château, donc, tu l'as visité pendant tes vacances mouvementées d'été dont tu nous parlais en introduction. Et je voulais en parler parce que c'est un château qui m'a plutôt marqué. J'aime bien les châteaux et celui-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment atypique, intéressant. Et donc, si vous passez en Bretagne cet été et que vous voulez aller à Fougères, qui est vraiment à l'entrée de la Bretagne, juste après la Mayenne, n'hésitez pas à passer par Fougères. Voilà. Le conseil est noté. Voilà, on arrive au terme de ce 18e numéro Délivrez-vous. Un bon début pour cette 3e saison. Je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont encore une fois brillamment accompagné, même si c'était un peu virulent de temps en temps. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles. Vous pouvez nous retrouver sur le blog http://culture-tout-azimut.over-blog.com qui vient de franchir le cap des 2500 pages vues après son premier anniversaire. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour le 19e numéro des Livrez-vous où il sera question de charcuterie et de cancer. Ciao, à bientôt. Ciao. Ciao.